Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la rétro de ce dimanche 28 mai 2023 sur Canal 2 International. La rétro de ce dimanche, justement, passera à travers de nombreuses actualités. Une actualité de la semaine plutôt chargée. Le baromètre cette semaine a été au vert avec le début effectif des épreuves du baccalauréat technique. On parle là des examens officiels. Également, on a eu un anniversaire ce 26 mai, celui du Social Democratic Front. Le parti d'opposition a célébré son 33e anniversaire à la croisée de chemin sous fond de refondation et de préparation du congrès de juillet prochain. Enfin, depuis Genève, où il assiste à la 76e Assemblée mondiale de la santé, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a annoncé l'introduction prochaine dans le programme élargi de vaccination du vaccin contre le paludisme. On reste en santé, justement, pour signaler cette alerte rouge qui sévit depuis lundi dans différents hôpitaux publics du Cameroun. Des personnels réclament le paiement de leur salaire ainsi que de meilleures conditions de travail. Des malades sont à l'abandon depuis lundi. La grève qui se poursuit et qui compte même se généraliser lundi prochain, ainsi que l'annonce certains syndicats. Dans le même sillage, on a l'épidémie de choléra qui continue de faire de nombreuses victimes, en même temps que les discours de haine et la xénophobie. Pour passer en revue ces différentes actualités, notre invité ce dimanche, c'est le docteur Albert Zeu, bien connu de la scène publique nationale. Il est universitaire, chercheur, spécialiste en économie de la santé. C'est le fondateur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement, IRSAD. Bonjour, docteur. Bonjour, Janice. Et bienvenue sur ce plateau de la rétro. Merci. Avec vous, on devrait passer en revue cette crise qui traverse de bout en bout le système sanitaire camerounais en ce moment. Oui, il faut le dire que c'est déplorable de voir que en 2023, malgré toutes les alertes qu'on a pu faire au niveau national, au niveau du gouvernement, que nous soyons une fois de plus dans ce genre de crise qui n'est rien d'autre qu'une manifestation un peu de ce que j'appelle souvent le mépris gouvernemental. Parce qu'il faut le dire ici, vous avez vu les pancartes, des malheureuses pancartes qui voudraient que des gens manifestent 9 ans sans salaire, 9 ans de conditions inhumaines, pendant que d'un autre côté, il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens qui ont tout ce qu'ils veulent, sans toutefois apporter au Cameroun ce que ces personnels de santé peuvent apporter. Nous y reviendrons dans la suite de cet entretien, mais avant de nous pencher sur ces visages du désespoir, je vous propose de jeter un coup d'œil au rétroviseur. C'est le round-up de l'actualité spéciale. Par ces têtes, on dessinerait la carte du monde, chacune venue d'un coin. Ce sont des décideurs au sommet de la pyramide du système de santé et des gestionnaires du portefeuille dédié, chacun dans son pays. Là, on est en plein débat général des travaux de la 76e Assemblée générale de santé à Genève. Au centre des discussions, toutes les problématiques actuelles de santé. Manaouda Malachi porte ici la voix du Cameroun. Pour mon pays, il est impératif de réaffirmer son engagement pour la sauvegarde des vies et la promotion de la santé pour tous. En tant que nation, le Cameroun est déterminé à jouer pleinement son rôle pour la réalisation de cet idéal. C'est pourquoi, malgré les nombreux défis qui restent encore à relever, mon pays vient de lancer la phase 1 de la couverture santé universelle, axée prioritairement sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Il y vend les atouts du Cameroun, plaide pour l'extension de ses limites en matière de financement de la santé et actionne les cartes de partenariat.
Comme ici, en audience avec la directrice exécutive de ONU-SIDA, la délégation camerounaise échange sans tabou entre la reconnaissance de l'hôte des efforts faits par le Cameroun dans la lutte contre les pandémies SIDA et Covid-19 et le plaidoyer du ministre de la Santé publique pour un accès plus large aux subventions et autres formes de financement liées à la santé. Ça se parle chaleureusement. L'Organisation mondiale de la santé a 75 ans, parcours élogieux. Et pour célébrer ses œuvres, elle appelle à sauver des vies et promouvoir la santé pour tous. Le Cameroun est en épidémie de choléra depuis l'année dernière. Une flambée de cas enregistrée ces derniers mois, plusieurs campagnes de vaccination gratuites déjà organisées dans le pays pour endiguer la maladie. Mais certains existants de prévention. C'est le cas de cette dame. Non, je ne connais pas qui a même déjà le vaccin du choléra. D'autres sont au fait, mais y accordent peu d'intérêt. À chacun ses raisons. Je me disais toujours, comme le monde devient un peu bizarre là et on ne sait jamais ce qu'on va nous donner de prendre et comment est-ce que ça peut agir dans toi. La réticence est réelle. Cette infirmière accoucheuse l'a expérimentée lors d'une opération sur le terrain. Ils se disent que les autres vaccins ont été transformés par voie orale pour remplacer ce qui a été donné par injection par rapport au Covid. Mais donc, ce qui fait que lorsque nous avons fait la vaccination contre le choléra, beaucoup ont été réticents. C'est pourtant l'un des meilleurs moyens de prévention prescrits par le corps médical. Les vaccins marchent. Nous, on peut l'expérimenter dans la région. On a vacciné près de 40 000 personnes. Rien qu'à Etameki, et puis tous les districts de Djongolo a vacciné près de 200 000 personnes. C'est gratuit, c'est un job comme on dit au Cameroun, et c'est juste des gouttes qu'on met dans la bouche. C'est vraiment très facile et je conseillerais tout le monde de le faire. Ceux qui croient en l'efficacité du vaccin adhèrent pour se mettre à l'abri. Je sais que c'est une mesure de prévention. Je l'ai pris, mes enfants l'ont pris, bref, toute ma concession. Bientôt, Inch'Allah, je vais prendre le vaccin là pour le relais là. La sensibilisation continue. L'appel au respect des règles d'hygiène alimentaire reste de mise. C'est nous qui sommes accusés de ne pas exécuter. L'échange est franc et à cœur ouvert. Les ministres de la Santé, de la circonscription francophone et lusophone d'une part, et l'Alliance des vaccins Gavi d'autre part, parlent de la problématique des thérapies préventives basées sur le vaccin. Pour le Cameroun, ici représenté par son patron de la santé, la question du vaccin contre le paludisme préoccupe. Le pays est parmi les rares éligibles à ce vaccin, un privilège. Ce privilège que nous avons aujourd'hui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir faire le maximum pour que nos enfants puissent être protégés à travers ce vaccin. Et je pense que d'ici la fin d'année 2023, début 2024, le Cameroun disposera de vaccins contre le paludisme. C'est le résultat d'un fort plaidoyer mené à la bonne tribune. La parole du Cameroun a bien pesé sur d'autres questions au centre des débats. Le point, par exemple, fait sur notre déploiement préventif national à travers le programme élargi de vaccination et les perspectives sur quelques vaccins spécifiques, comme le HPV. Nous avons mis en emphase les différentes campagnes que nous devons faire, notamment le rattrapage de ceux qui ont loupé leur vaccin contre le HPV. Et nous avons sollicité de Gavi un financement additionnel pour pouvoir faire ce rattrapage sur 5 ans et continuer, n'est-ce pas, à pouvoir répondre aux besoins en vaccins des populations camerounaises. Et je pense que notre plaidoyer a été entendu. De belles récoltes qui continuent de tomber de la participation du Cameroun à la 76e Assemblée générale de santé à Genève. Sur ce plateau, après ces éléments qui ont été diffusés avec la contribution de la rédaction de Canal 2 International, nous sommes en compagnie du Dr Albert Zeu, spécialiste en économie de la santé. Avec lui, on va évaluer la situation sur le terrain. Depuis lundi, on a eu des alertes au centre des urgences de Yaoundé, à l'hôpital La Quintigny de Douala et dans d'autres formations sanitaires publiques notamment, où certains personnels de la santé se plaignent des mauvaises conditions de travail. Que se passe-t-il exactement? Je ne dirais pas que c'est tout le personnel de santé se plaint des conditions
de travail. Et ça, il faut des années aujourd'hui. On a généré l'habitude, nous le disons tout le temps, que notre système de santé n'a pas été conçu pour apporter du bien-être aux populations, parce que si vous avez un système de santé qui tient bien ceux-là qui portent l'offre de soins de santé, ça veut dire que c'est un système de santé qui, en fait, n'a pas pour objectif d'aider la population ou alors d'apporter la santé auprès des populations. Parce que vous ne pouvez pas, ici, si on revient sur les propos du ministre actuel qui a voulu et qui a toujours souhaité qu'il y ait ce qu'on appelle l'humanisation des soins, il est totalement impossible d'arriver à l'humanisation des soins dans notre contexte, tout simplement parce que ceux-là qui doivent humaniser les soins ne sont pas eux-mêmes déjà humanisés. C'est-à-dire que nous ne les avons pas humanisés, mais on souhaite qu'eux, ils humanisent les soins. Donc déjà, c'est une impossibilité, c'est une équation vraiment sans solution. La moindre des choses voudrait qu'on commence d'abord par le fond, par ce problème-là. C'est-à-dire ce problème que vivent ces gens qui œuvrent tous les jours, qui sacrifient leur vie tous les jours pour notre bien-être, pour nous rétablir la santé, pour nous donner ce bien-être-là que nous perdons à chaque instant, sachant que nous sommes dans des zones où il y a des maladies tout le temps. Et c'est encore davantage déplorable parce que quand je parle généralement du mépris gouvernemental, il s'agit ici d'une situation selon laquelle vous voyez, pendant que tous les pays du monde ont subi la crise Covid et qu'il y avait dans d'autres pays, en fait, des pays qui estiment que la santé vaut quelque chose pour les êtres humains, on a vu comment le personnel de santé avait un certain standing. Ils avaient un certain standing, on a essayé de les galvaniser en revoyant en quelque sorte leurs conditions ailleurs et tout le reste. Est-ce que je devrais vraiment rappeler ici que c'est pendant cette période-là qu'on a vu des primes du personnel de santé être supprimées, pendant qu'ils étaient au front contre la crise? Vous voyez déjà que c'est un signal fort. Pendant que des gens sont en guerre, c'est à ce moment qu'on décide de couper leurs primes, soit disant qu'il y avait des doublons et autres. Est-ce que ça ne devait pas attendre? Et vous voyez, par la suite, c'est lorsque nous avons des cas de choléra qui sont en train d'augmenter avec la mortalité qui va avec, qu'on est une fois de plus plongé dans une crise du personnel de santé. Ce sont des signaux qui démontrent que nous sommes dans une situation qui pourrit depuis et qui, lorsque nous essayons un peu d'approcher le gouvernement d'une certaine manière en leur disant, écoutez, nous qui sommes sur le terrain, nous pensons que cette situation peut aboutir à quelque chose de plus grave. Et ils jouent la sourde oreille de façon volontaire parce qu'en quelque sorte, ils ne veulent pas certainement résoudre ce problème. J'ai fort l'impression que c'est une stratégie gouvernementale qui démontre qu'ils ne veulent pas du bien de la population. Parce que là, actuellement, c'est la population qui souffre. Si les infirmiers, si le personnel de santé de façon globale se retrouve à ne pas travailler, qui s'occupe des malades? Qui s'occupe des malades, mais comment comprendre dans cette crise généralisée s'il faut analyser les symptômes qui se présentent? Est-ce que c'est un problème de mauvaise gestion, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à payer les salaires, les primes, ou bien c'est un problème qui remonte même au recrutement dans le corps de la santé? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers formés? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans nos hôpitaux publics? C'est un tout. C'est un tout. Et il faut savoir ici que nous n'avons pas assez de personnel de santé. Vous savez que selon les chiffres du ministère de la Santé, nous sommes pratiquement à un déficit de 55 000 personnels de santé. Qu'on complète avec des temporaires. Et ça, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, c'est en fonction des formations sanitaires existantes qu'on a pu évaluer ce déficit. Maintenant, si on prend des zones
où il n'y a pratiquement pas de centre de santé, il n'y a pas de formation sanitaire. J'aime souvent prendre l'exemple de mon village qui va bientôt faire 36 ans que je vis. Je n'ai jamais vu un centre de santé à un rayon de pratiquement 45 km. Donc, si on ajoute ces différentes zones qui également ont besoin du personnel de santé, on sera à beaucoup plus que 55 000. Alors, ça veut dire que déjà, nous sommes dans un pays où nous fonctionnons en sous-effectif du personnel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours dit que la couverture santé universelle, qu'on tente de nous vendre de façon fallacieuse, ne peut pas fonctionner. Parce que parmi les préalables de la couverture santé universelle, de l'atteinte de la couverture santé universelle, il y a justement cet épineux problème du personnel de santé qui doit être en nombre suffisant, bien formé et motivé. Ça, c'est très important. Alors, vous ne pouvez pas parler de couverture santé universelle dans un pays où vous avez autant de déficits de personnel de santé et même ceux-là qui sont sur le terrain n'ont pas une vie, parce qu'il faut le dire, en fait. Il faut dire aux gens qu'on ne peut pas faire autant d'années d'études pour venir être payé en monnaie de singe. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas consacrer sa vie. Vous savez qu'en une semaine, un personnel de santé peut passer 7 jours sans dormir chez lui, par exemple, parce qu'il y a des urgences, il y a des choses à faire. Nous avons vu pendant Covid comment il y avait de la pression. Et vous risquez vos vies parce que celui qui s'occupe des cas de choléra est susceptible de mourir du choléra. Il suffit d'une petite erreur et la personne passe. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vivent constamment dans le risque. Et ce problème, il existe depuis. J'ai juste un seul problème, c'est que lorsqu'on essaie d'évoquer des situations qui doivent être résolues de façon globale, les gens veulent toujours nous amener sur les débats de personnes. Le débat, on en parle, on veut... C'est ceux qui, les ministres de la Santé, veulent le protéger en disant que non, c'est pas fait. Vraiment, ce débat, on n'en a pas besoin. Déjà, le problème existe depuis. C'est pas lui qui l'a créé, c'est un problème qui existe depuis. Et c'est pour cela que dans mon dernier ouvrage que j'ai présenté en 2020, la stratégie de mise à niveau de notre système de santé, j'évoque justement ce qu'à l'intérieur. Nous ne pouvons pas dire que nous allons apporter la santé aux populations sans pouvoir résoudre le problème de l'offre. Nous ne pouvons pas être dans un système de santé et le problème de santé et sécurité au travail ne s'applique pas au personnel de santé. C'est-à-dire que ces gens qui doivent normalement porter le système de santé, qui doivent produire les soins de santé qui seront consommés par les patients, ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. Parce que non seulement on va parler de leurs conditions de vie. vous savez qu'un jeune peut sortir d'une école de médecine et pendant qu'il traîne au quartier, on va lui proposer de faire des gardes à hauteur de 1000 francs 2000 la nuitée. Vous imaginez quel niveau de précarité. C'est ce genre de... après autant d'études, avec ce que vous pouvez donner à la nation. Et autre chose qui est un peu difficile, c'est-à-dire que difficile à concevoir, c'est le fait que on oublie que le personnel de santé également est patient. Et en tant que patient, il faut tout faire, il faut tout ménager pour que ce personnel de santé également ne tombe pas malade. Donc, il faut les mettre dans des conditions qui permettent à ce qu'ils ne puissent pas effectivement, non seulement arrêter le fonctionnement du système de santé, comme ce qui est en train d'être fait, soit par une grève, soit par une maladie, mais également qu'eux-mêmes, ils ne deviennent pas des patients. Donc, c'est un travail qu'il faut faire dans le fond et qui aujourd'hui nécessite justement une véritable réflexion.
La gestion du personnel de santé qui est malade en ce moment. Il faut dire que cette fin de semaine, de nombreuses concertations se sont déroulées entre les autorités gouvernementales, notamment le Premier ministre, chef du gouvernement, et les syndicalistes du centre des urgences en l'occurrence. Mais jusqu'ici, aucune solution n'a été trouvée. Et du coup, on a un mot d'ordre de grève générale d'ici demain, lundi, qui prendra effet dès 7h30 dans les hôpitaux publics. Il s'agit donc d'un mot d'ordre de grève de l'organisation syndicale des travailleurs de la santé. Face à ce problème qui, comme vous le disiez, n'est pas un problème de personne et qu'il persiste à travers les années, que peut le gouvernement, puisque les solutions jusqu'ici sont administrées par dose homéopathique? Je dois être honnête. Le gouvernement actuel ne peut plus rien. Pourquoi? Je pense que la situation les a tellement dépassés depuis des années qu'ils n'ont plus aucune solution. Parce que lorsqu'on a la possibilité de trouver une solution à un problème, on trouve. On n'attend pas autant de temps. Mais si on peut trouver des milliards pour implémenter la couverture santé, on peut en trouver pour oui, payer... Ce que je voudrais dire ici, c'est que déjà la couverture santé universelle qui est évoquée n'est pas la couverture santé universelle. Qu'est-ce que c'est? Et ça, je l'ai toujours dit, c'est une comédie de mauvais goût. Et vous ne pouvez pas décider de faire la couverture santé universelle sans le personnel de santé. Ça n'a pas de sens. Donc, honnêtement, le gouvernement ne peut plus. Le gouvernement actuel ne peut plus trouver des solutions. Parce qu'à un moment donné, on atteint la saturation, on atteint la répétition. Et c'est pour cela que vous allez voir que les premières réactions du gouvernement, c'est de soit intimider le personnel qui fait grève, soit de les insulter, soit c'est de les traîner comme étant des opposants, des personnes manipulées. Le dialogue a néanmoins été ouvert. Oui, ça on connaît. Le dialogue, ce n'est pas aujourd'hui. Ce dialogue existe depuis 40 ans aujourd'hui et rien n'a été fait. Aujourd'hui, il est question, pas de dialoguer, mais de trouver des solutions. Il est question, pas de réfléchir, mais d'apporter des solutions. Il n'est plus question, puisque nous savons tous dans ce pays, que lorsqu'il y a un problème qu'on ne veut pas résoudre, soit on crée un dialogue, soit on va créer une enquête. Donc là où nous sommes là, honnêtement, il ne faut pas qu'on se mente. Ce gouvernement ne peut plus trouver une solution à ce problème. Je le dis parce que non seulement à l'interne, ils n'ont pas de solution pour des intérêts égoïstes de certains, mais également, ils refusent systématiquement toute proposition venant de certaines entités externes à leur gouvernement parce qu'ils estiment que, certainement, ça va bousculer leurs intérêts égoïstes. Et c'est ça le problème actuellement, parce que déjà, nous avons beaucoup de solutions. Je vous ai parlé de bon ouvrage tout à l'heure. Et il y a des solutions qui sont possibles. Il y a des solutions concrètes, mais le problème, c'est que vous les donnez à un gouvernement qui refuse systématiquement de résoudre un problème, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On fera un bref éventail de ces solutions que vous proposez, par exemple, dans cet ouvrage-là, juste pour signaler que vous avez commis ces jours-ci un tweet qui met en vitrine, en tout cas qui expose les dépenses en séminaires et conférences du ministère de la Santé. Ce tweet-là révèle qu'en novembre 2022, par exemple, 178 millions de francs CFA ont été dépensés. En décembre 2022, la conférence médicale aurait mobilisé 130 millions de francs CFA. Le total de novembre à décembre, 308 millions de francs CFA. Et à côté, on a le personnel de santé qui crie, qui lance un appel de détresse. Exactement. Exactement. J'aime souvent à le rappeler que lorsque je travaillais dans une institution internationale, nous avons fait une estimation sur, en fait, une analyse sur les dépenses des budgets, des financements publics alloués à la santé au Cameroun. Et malheureusement, nous sommes tombés sur un pourcentage qui est assez inquiétant. C'est-à-dire que vous avez 90% du budget, du financement public alloué à la santé qui est dilapidé, ça il faut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% qui va dans les questions de santé de façon concrète. Donc vous voyez, lorsque on essaye de faire
un petit exercice, c'est-à-dire qu'on fait le cumul. J'avais essayé de le faire en additionnant un peu les budgets du ministère de la Santé sur environ 10 ans. On est pratiquement à plus de 2500 milliards de francs CFA. Et quand vous faites 90%, vous voyez que nous sommes pratiquement à 2250 milliards, quelque chose par là, qui, normalement, a été dilapidé. Alors, vous voyez autant d'argent qui est dilapidé. Vous avez bien fait de mentionner ces chiffres-là, parce que déjà, vous voyez qu'en 2 mois simplement, nous avons plus de 300 millions qui a été dilapidé pour des questions de séminaires et de conférences qui n'ont pas eu un impact sur la santé des populations. Donc, vous avez comme ça à longueur de toute l'année, ateliers, séminaires, autres. Et puis, il y a également d'autres dépenses qui, en fait, sont des dépenses que j'appelle fantaisistes. Donc, vous voyez qu'à partir de ce moment, il y a un véritable problème, celui de la location, de la réallocation des financements. C'est-à-dire qu'on préfère se focaliser sur des choses qui n'apportent pas véritablement l'impact sur l'amélioration de la santé des populations et du système de santé, mais plutôt à des intérêts égoïstes, comme je parlais tout à l'heure. Et c'est pour cela que vous voyez que lorsque vous essayez donc de parler de ce genre de choses, automatiquement, il y aura des gens qui vont vous faire une barrière. Et aussi, quand vous voyez également, parce qu'il y a un autre problème qui se pose, quand vous voyez justement le fait que le personnel de santé est divisé, j'ai justement aussi parlé de ça, divisé de telle manière à ce que ceux qui réclament le bien-être pour tous sont insultés par une portion de personnel qui vivent les mêmes situations. Tout simplement pourquoi? Parce que cette portion de personnel qui insulte ceux qui réclament vivent des miettes qui tombent justement de ces 90% dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup, vous voyez comment le système est en train de se dégrader sous nos yeux et personne ne veut rien faire du tout parce que justement ceux qui sont censés apporter le changement mangent derrière les fuites de financement. Certainement en filigrane de ce problème-là, des problèmes de gouvernance, nous y reviendrons pour évoquer les solutions que vous, en tant qu'observateur, analyste, spécialiste en économie de la santé, vous préconisez. Mais avant, prenons un autre coup d'œil dans le rétroviseur pour voir ce qui n'a pas marché pendant la semaine. On a eu, entre autres, ces événements de San Mellima, tristes événements de San Mellima qui ont opposé 2 communautés. Le discours de haine toujours omniprésent dans certaines mentalités. Cette semaine, le ministre de l'administration territoriale a agité le bâton. Désormais, ils seront punis au plan pénal. On regarde ça et on se retrouve juste derrière. La température est vite montée à l'annonce du décès du jeune Arsène, 32 ans. Il est 10 heures environ. Ici, dans les artères de la ville de San Mellima, les jeunes sont en affrontement assumé, armés de gourdins, de machettes et autres armes blanches. Ils cassent et pillent des boutiques. Bon, on a pris tous les écrans qui sont souvent là. Ils ont fait les plaques à gaz, les cuisinières. Oui, ils ont porté même la cuisinière et frappé au sordon pour le mal. Les forces de maintien de l'ordre, vite entrées en scène pour calmer le jeu, sont débordées. L'intervention du préfet d'Undiaïlobo est sans suite. Le gouverneur de la région du Sud est arrivé là en urgence et hausse le ton. Sachez que dans un état de droit, un citoyen, fut-il éprouvé, ne décide pas de se faire justice lui-même. Nous sommes là, représentant l'état de droit, pour établir les responsabilités. Une réunion de crise est vite convoquée ici à la préfecture avec les protagonistes. Pour certains, la cause est lointaine. Ce que vous voyez là, c'est un problème de famille. Parce que quand les jeunes n'ont rien à faire, ils se baladent n'importe comment, ils se transforment en bandits et puis ils commettent des forfaits comme ce que vous avez. En réalité, Arsène le défunt, un autochtone et son ami halogène ont engagé un business en 2020. La querelle autour d'un manquant
raconte ses proches, aurait amené l'allogène, un guérisseur traditionnel connu, à lui jeter un sort. La maladie conséquente n'a pas pu trouver thérapie. Le guérisseur lui-même sollicité a promis de le soigner. Mais après 3 années, passées par toutes les tentatives, il en est mort ce matin. Le regret, c'est le calendrier de ce malheur intervenu quelques jours seulement après la célébration de l'unité nationale. Non, le père qui est là et qui est le père du Cameroun, c'est une honte quand, voilà, le 20 mai qu'on a fait, ça fait 3 jours. Et c'est ça me lima. On voit les mêmes événements. Les membres du gouvernement originaires d'Undia-Ilobo sont sur le terrain pour calmer leurs enfants. Ce n'est pas la première fois qu'un affrontement intercommunautaire a lieu dans la ville de Saint-Mélima. Dans 5 ans, Bruno Bekolo Ebe s'est présenté au moins 60 fois devant les juges du tribunal criminel spécial à Yaoundé pour se défendre des accusations de détournement de fonds publics pendant sa gestion de l'université de Douala entre 2009 et 2010 comme recteur. Il était reproché au professeur Bruno Bekolo Ebe un détournement à titre personnel d'un peu plus de 161 millions et en coaction un détournement de un peu plus de 3 milliards, environ 3 milliards 700 millions. L'accusé est finalement déclaré non coupable ce 24 mai 2023 au bout d'une intense bataille juridique. Nous avons rencontré moult difficultés et j'en profite pour saluer la ténacité, la résilience du professeur qui à aucun moment n'a craqué devant ce que j'ai toujours appelé un acharnement judiciaire injustifié. Mais ces 5 années gratuites derrière les barreaux auront laissé à l'agrégé en sciences économiques des séquelles inoubliables. Le professeur a perdu son épouse. Il n'a même pas eu bénéficié de la faveur d'aller assister à la mise en terre de son épouse. L'état de santé est en cours depuis lors, même si Bruno Bekolo Ebe est aujourd'hui libre de ses mouvements. Le professeur est dans un hôpital de la place, interné, parce que malade. Mais pour ce qui est de sa liberté, il y a des formalités à faire au greffe et nous les avons commencées aujourd'hui. Pour le préjudice subi, ses avocats se réservent le droit d'engager des procédures de réparation. La loi camerounaise l'autorise d'ailleurs. À l'apparence, ce sont des agents Eneo tout faits, tenus, matériel et gadgets authentiques. Mais il s'agit en réalité des ex-employés ou employés des sociétés sous-traitantes de Eneo rompus à l'usurpation et à l'arnaque. Le dernier coup récent, révélateur de leur tricherie, est raconté par cette victime. Ils sont venus sonner. J'ai un peu eu les sentiments qu'ils ne sont pas clairs. Je vais prendre mon téléphone. Son frère pousse une fois. Le téléphone, ça tombe sur la table. Celui qui était derrière moi, il a arrêté mon coup. Et l'autre qui était devant, il a arrêté ma bouche. J'ai commencé à crier. C'est là-bas qu'ils m'ont mis par terre. Il a sorti le tournevis dans sa poche. Il m'a poignardé au nez. Leur mode opératoire est bâti sur un système de checking monté de toutes pièces. Un outil adapté à la cause dans leur téléphone. Ils ont un code. Ils viennent, ils vous présentent le code. Ils vont tout faire pour vous convaincre que vous avez une facture impayée, une fausse avis de couverture. Et ils vont vous convaincre à les payer et ne pas aller à l'agence Eneo. Ils sont experts de cette technique développée pour voler. Ce qu'ils appellent dans leur jargon la séance. La séance veut dire on arrive, on check ton compteur. Si tu as peut-être une somme de peut-être de 62 386 francs, plus avec les frais de pénalité de 4 174. Après on te dit, bon, donne-nous même au moins 2 000, 3 000 pour qu'on ne te coupe pas. Le jeu n'a que trop duré. Les investigations des éléments de la première région de gendarmerie ont conduit à eux, pris en flagrant délit il y a 3 jours. Et le butin des perquisitions, le voici. La gendarmerie a fait sa part. La justice fera le reste. Ce plateau de la rétro ce dimanche, le docteur Albert Zé va à présent nous dire quels sont quelques médicaments qu'on pourrait appliquer à cette situation, cette sempiternelle question de personnel de santé qui vit vraiment la misère. Alors, ce que je voudrais premièrement dire ici, c'est que l'amélioration de notre système de santé
commence inévitablement par l'amélioration des conditions de vie du personnel de santé. Ça, si un peu c'est pas le cas, ça veut dire qu'il a déjà échoué. Parce on que est d'accord, mais s'il fallait un plan. Justement, je commence par là pour que les uns et les autres comprennent que le personnel de santé, on ne peut pas faire la santé sans personnel de santé. Motivé. C'est très important. Alors, pour qu'on y arrive, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut améliorer la gestion des fonds publics. On a un problème au Cameroun, c'est le problème de la qualité de la dépense. On dépense beaucoup sur des choses qui ne sont pas importantes. Et ça nous empêche maintenant, donc, lorsqu'on a fini de dépenser pour toutes ces choses qui ne sont pas importantes, on se retrouve avec peu d'argent et c'est là que vous voyez des dirigeants vous dire vraiment le pays n'a pas d'argent. Par contre, vous voyez que des gens vivent avec un certain train de vie. Donc, il faut commencer déjà d'abord par assainir la gestion des fonds. C'est dans l'assainissement de cette gestion des fonds qu'on doit prioriser. Il faut que les gens sachent que la priorité pour un système de santé performant, c'est son personnel de santé, ses conditions de travail. Ça ne sert à rien d'aller construire des grands hôpitaux et que le personnel qui doit travailler dans ces grands hôpitaux n'arrive pas à vivre. Ça ne sert à rien du tout. À rien du tout. Donc, il faut commencer par là. Lorsqu'on aura... Donc, il y a un travail de fond qui avait été fait sur la stratégie de financement de la santé au Cameroun. Comment trouver des fonds pour renforcer justement le système de santé. Ce travail a déjà été fait. J'ai eu l'honneur de participer à ce travail. Mais malheureusement, ça a disparu jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où ça se trouve. Donc, lorsqu'on aura trouvé cette solution et les financements, il y a plusieurs sources. Je vais prendre ici une des sources les plus importantes, que j'estime être très importante. Les recettes hospitalières. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut en parler. Pourtant, c'est une source qui est très importante. Vous voyez, par exemple, le dernier rapport sur les recettes hospitalières, 2016, les recettes hospitalières ont été collées. Il date de 2016 et ce rapport-là donnait l'état des recettes hospitalières de 2014. Donc depuis 2014, nous ne savons plus s'il y a des recettes hospitalières au Cameroun ou pas. Alors ça se gère entre qui? Pourtant, c'est une source de financement. Dans ces recettes hospitalières, vous voyez bien, le personnel a une quote-part, puisque c'est bien défini par, je crois, le décret du Premier ministre, qui voudrait qu'une part doit être redistribuée au personnel de santé. Alors, le problème de fond, c'est que la redistribution se fait sur la base de quoi si on ne connaît pas le véritable montant. Donc, ça veut dire que on peut venir vous dire que, bon, écoutez, vous avez droit à, peut-être, je pourrais dire, une quote-part de 1000 francs, mais c'est sur la base de quoi? Puisqu'on ne connaît pas le volume des recettes hospitalières. Donc, il faut déjà, premièrement, qu'on nous dise combien ça fait, ces recettes hospitalières, parce que c'est une source de financement. C'est une source qui peut nous permettre déjà de commencer à résoudre le problème à la base. Et j'ai essayé d'évoquer ce sujet plusieurs fois, mais ça ne passe pas. Parce que, justement, il y a des intérêts de certains. Des intérêts inavoués. Est-ce qu'on a, par le passé, vu le ministre de la Santé publique effectuer des visites inopinées dans certains hôpitaux? Est-ce qu'il ne pourrait pas peut-être le faire avec le top management de certains hôpitaux également pour contrôler la gestion? Puisque d'aucuns se plaignent aujourd'hui que les hôpitaux seraient gérés comme des épiceries. Oui, bien sûr, les hôpitaux sont gérés comme des épiceries. Et il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas évoquer directement comme ça. Mais nous sommes sur une étude
je préfère généralement parler sur la base des études. C'est beaucoup plus souvent assez explicite de cette manière. Mais nous sommes sur une étude qui a fait déjà une évaluation du montant, de l'enveloppe réelle des recettes hospitalières au Cameroun. Et je vous assure que le gap est important. Ce gap est assez important. S'élèverait à combien, cette enveloppe? Généralement, de façon simple, généralement, selon les derniers rapports que je vous évoquais tout à l'heure, les rapports de 2016, en moyenne, chaque année, il était déclaré 7 milliards pour tous les hôpitaux au Cameroun. Mais il savait que ce chiffre doit certainement être multiplié par pratiquement combien? Je peux dire pratiquement 8 ou 9 de façon logique. Et vous voyez que le gap à ce niveau-là, le gap à ce niveau est très important. Et il faut donc que les uns et les autres puissent avoir le courage d'entrer positivement dans l'histoire en assainissant cette gestion-là. Parce que imaginez-vous en cet instant, et c'est ça aussi le nœud de plusieurs choses, si nous avons la possibilité d'assainir la gestion des recettes hospitalières, par exemple, les quotes-parts du personnel de santé ne vont plus souffrir d'un certain marasme et d'une certaine perte de poids. Et du coup, ça commence à résoudre le problème. Parce que déjà, c'est le gouvernement même qui a dit qu'ils doivent en bénéficier. C'est vrai qu'on a tendance à toujours pointer un doigt accusateur sur le gouvernement, mais il y a d'autres acteurs de la santé qui entrent également en jeu. On a les associations, on a les syndicats. Quelle est leur part de responsabilité dans les revendications? Le syndicat, c'est comme dans tout autre domaine. C'est des associations pour des revendications, pour chercher toujours l'amélioration du bien-être. On a les ordres qui pourraient également Ce sont des associations. Ce sont des associations qui normalement militent pour le bien-être de leurs membres, en fait. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où toutes ces associations, toutes ces entités ont fini par fondre justement dans l'environnement gouvernemental. C'est-à-dire qu'ils ont déjà finalement des attaches au point où ils n'arrivent plus à être lucides pour revendiquer quoi que ce soit concernant leurs membres. Et vous voyez bien que vous avez vu, il y a tout récemment le problème de l'ordre des médecins qui jusqu'à aujourd'hui est pendant, tout simplement parce qu'il y a un problème. Merci, Dr Albert Zé, pour toutes ces éclaircies. En tout cas, nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé le sujet, bien sûr, puisque la crise se poursuit dans les hôpitaux publics. Il faut signaler que c'est de nombreux malades qui souffrent ainsi d'un marasme au niveau des soins de santé. Et les syndicats des travailleurs de la santé qui annoncent que la grève, le débrayage annoncé devrait se poursuivre dans les tout prochains jours. Déjà demain lundi, on observera cette situation. C'est près de 3000 travailleurs qui sont annoncés dans ce débrayage qui devrait commencer demain. Bien sûr, un débrayage généralisé qui concerne tous les hôpitaux du territoire national. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent, bien sûr. Bon dimanche.